Si t'en as marre de subir la chaleur, si t'en peux plus de canner à chaque fois que tu t'entraînes quand il fait chaud, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans ce nouveau podcast Upside Strength, épisode numéro 400 enregistré en direct de la Upside Strength mobile. Et oui, on est de retour pour un petit épisode solo. J'étais avec ma maman dans la voiture juste avant. Salut maman, je sais que tu vas écouter cet épisode parce qu'il est fait en ton honneur et pour toi aussi parce que tu m'as demandé de le faire. On parlait du chaud, on parlait de l'été qui arrive, des beaux jours qui reviennent et du fait que maman, des fois, elle a de la peine quand il fait chaud. Et elle me demandait s'il y avait des choses qu'on pouvait faire pour se sentir mieux lorsqu'il fait chaud. Et la réponse courte, c'est oui. La réponse longue, ça va être ce podcast et ça va être exactement qu'est-ce que tu peux faire pour mieux tolérer la chaleur, que ce soit dans le cadre de l'entraînement, que ce soit dans le cadre de la marche, comme fait ma maman, que ce soit dans le cadre de la santé en général, les bienfaits que ça va avoir, et avant tout comment ça fonctionne aussi et pourquoi est-ce que le chaud est si contraignant pour le corps. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cet épisode ensemble, et je voulais commencer justement sur cette base un petit peu plus théorique sur l'aspect mécanistique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il fait chaud et pourquoi est-ce que c'est si dur. Et on verra après, encore une fois, comment on peut intervenir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme entraînement ou comme séance, comme exposition à la chaleur pour se préparer à cet environnement particulier. Donc ce qui est intéressant de comprendre vis-à-vis du chaud et du corps, faut se dire déjà que la chaleur, c'est quelque chose que le corps il connaît bien. Il faut se dire que de ce point de vue-là, le corps, c'est une machine qui est extrêmement inefficiente parce que la majorité en fait de l'énergie que tu vas produire, elle va être dissipée sous forme de chaleur. J'ai un chiffre comme 80% en tête. Donc quand tu fais par exemple du vélo, de toute l'énergie que tu produis, il n'y en a vraiment qu'une vingtaine de pourcents qui est transmise dans les pédales. Et il y a 80% de ce que tu produis qui est simplement dissipé sous forme de chaleur. Alors je ne pense pas que cette chaleur, elle ne serve à rien. Je ne pense pas qu'elle soit complètement perdue parce que ça a une influence sur le reste du corps, sur son fonctionnement. Je veux dire, c'est de l'énergie, la chaleur. Et donc ça peut se réutiliser. Je pense sincèrement que ça se réutilise dans le corps d'autres manières que ce qu'on ne pense. Il n'y a pas que l'ATP, il n'y a pas que les filières énergétiques. Et donc c'est pas tout perdu, mais il s'avère que donc le fait de dissiper de la chaleur, ça reste un des fonctionnements premiers du corps humain. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. La chaleur de l'environnement qui nous entoure fait que ton corps il doit en gros encore mieux thermoréguler, il doit réguler sa température interne de manière encore plus poussée. Et ça, il va le faire notamment en utilisant le sang. Le sang qui va aider au final à dissiper cette chaleur interne. Et donc dis-toi que voilà, il fait chaud dehors, ça me rend encore plus chaud dedans, et donc il faut que je dissipe cette chaleur encore mieux parce que mon corps, faut qu'il maintienne un certain équilibre pour fonctionner, cette fameuse homéostasie. Et s'il fait trop chaud dedans, les choses commencent à plus trop fonctionner. Je vais être obligé de ralentir, je vais être obligé de m'arrêter et je ne vais pas me sentir très très bien. Et donc pour dissiper cette chaleur supplémentaire, le corps utilise le sang. Et ça, il le fait de manière, si on simplifie vraiment les choses, en amenant la chaleur depuis l'intérieur vers l'extérieur et en dissipant ensuite cette chaleur via la peau. Et tout ça se fait via le sang. Donc concrètement, quand il fait chaud, ton corps utilise plus de sang que d'habitude pour fonctionner. Parce que si on parle d'un effort physique comme lorsque tu marches ou alors lorsque tu cours ou tu fais du vélo alors qu'il fait chaud, tu as le travail mécanique en question, le fait de te mouvoir, le fait de bouger à plus ou moins haute intensité, on reviendra là-dessus plus tard. Et en plus de ça, il y a la contrainte thermique, le fait de devoir dissiper cette chaleur supplémentaire. Et donc en fait, ça te coûte plus de sang pour fonctionner dans un environnement où il fait chaud. Et ça, quand tu n'y es pas habitué, quand tu n'es pas adapté à ça, c'est très désagréable. Parce qu'en gros, tu as l'impression de ne pas avoir assez d'énergie pour fonctionner.
Et ça, c'est littéralement le cas, parce qu'une partie de l'oxygène, de l'énergie qui est disponible, tu ne peux pas l'utiliser du fait que cette portion importante de ton sang soit dédiée à la régulation thermique. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce qui se passe donc lorsqu'il fait chaud euh, et pourquoi c'est plus difficile. Il y a d'autres considérations. Il y en a une autre qui, à mon avis, est très importante, c'est celle de la perception. Hein. La chaleur a un impact sur ta perception notamment la difficulté d'un effort ou d'une situation. Et donc, on peut assigner en quelque sorte, on peut assigner une charge mentale aussi à la chaleur, surtout, si tu te dis que tu vas te sentir mal parce qu'il fait chaud. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça on reviendra dessus durant l'épisode, si tu pars de l'idée que oulala il va faire chaud aujourd'hui, oulala je dois sortir marcher, oulala je vais pas me sentir bien parce que je me sens jamais bien dans le chaud, tu vas passer un sale quart d'heure. Hein. Si déjà tu pars avec ce mindset là, ça va être compliqué. Maintenant, si on essaie la stratégie inverse et tu pars de l'idée que il va faire chaud aujourd'hui, ça va pas être facile, ça va pas rendre les choses plus faciles. Par contre, je sais que si je m'expose à la chaleur et que je le fais de manière intelligente, que je réhydrate bien, que je le fais dans les bonnes conditions, on verra ça tout à l'heure, ça va avoir un effet positif sur moi, sur mon corps, sur ma santé. C'est un truc difficile de plus que j'aurais fait et que j'aurais confronté et que j'aurais surmonté. Et ça, en soi, à mon avis, c'est déjà une victoire d'approcher la chaleur différemment. Il faut se dire que la chaleur, c'est facile pour personne. Mais c'est d'autant plus dur si tu n'as pas une bonne condition physique et si tu ne t'exposes jamais à la chaleur. Parce que forcément, ton corps, il s'adapte aux choses que tu lui imposes. Si tu ne lui imposes jamais de la chaleur, il ne va pas s'y adapter. Et lorsque tu y seras confronté, contre ton plein gré, parce que tu n'avais pas prévu qu'il fasse chaud, mais il fait chaud, tu es obligé de sortir et puis maintenant tu as chaud, forcément, ça ne va pas être aussi facile que si tu as fait ce travail en amont de préparation. Et donc, ces conseils que je vais te donner là, dis-toi que c'est des stratégies pour peut-être mieux vivre l'été qui arrive, mieux te sentir lorsqu'il fait chaud, mieux tolérer ce genre d'inconfort, parce que c'est un inconfort particulier. C'est pas le même inconfort, même si ça se rapproche, mais c'est pas le même inconfort que ce que tu vas ressentir sur une séance difficile d'entraînement d'endurance, par exemple, même si encore une fois, ça s'en rapproche pas mal. Donc, on a ce cadre qui est posé sur pourquoi c'est dur de faire un effort physique ou même simplement de vivre ou de survivre dans un environnement qui est chaud, pourquoi c'est difficile. On peut rajouter à ça le paramètre d'humidité qui va venir au final rendre encore plus difficile cette sudation, le fait de suer, le fait de transpirer, et qui va obstruer au final ce mécanisme qui sert à dissiper cette chaleur interne, qui est la suite logique de ce qui se passe avec le sang. C'est ta transpiration qui va prendre le relais après pour dissiper cette chaleur via la peau. Mais si l'humidité externe est très élevée, ça va venir entraver ce processus et rendre l'expérience encore plus difficile. Donc maintenant, on peut parler des adaptations qu'on va voir à la suite ou grâce à une exposition à la chaleur. On reviendra plus tard sur comment t'exposer à la chaleur, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en dehors de l'entraînement. Et tous ces conseils, ils sont valables que tu cherches à améliorer tes performances dans le sport, en endurance, dans un environnement chaud, ou améliorer ta santé et ta résistance au chaud en général. Donc c'est pas restreint aux athlètes, c'est pas restreint à ceux qui veulent aller performer à Dubaï alors qu'il fait chaud là-bas. C'est vraiment pour tous ceux et celles qui veulent se sentir mieux dans le chaud en général. On va devoir passer par des étapes un petit peu inconfortables pour y arriver, mais ça c'est, comme j'en parlais à ma mère tout à l'heure, l'inconfort, soit tu le choisis et tu le doses de manière intelligente
pour t'adapter, devenir plus fort et mieux tolérer ces situations à l'avenir, soit l'inconfort il t'est imposé lorsque tu ne le décides pas et tu vas au final le subir. Et ça, je pense qu'il y a un énorme décalage au niveau de la charge mentale que ça impose. Hein, si à chaque fois que tu es dans le show, tu subis le show parce que tu t'y es pas préparé et parce que mentalement tu sais pas que c'est bénéfique pour toi, eh ben, c'est beaucoup plus dur que si à chaque fois que tu t'exposes à la chaleur, à l'entraînement, au sauna ou autre, eh ben, tu te dis je sais que ça c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour ma longévité, c'est bon pour ma résistance à la chaleur en général, c'est même bon pour mes performances. Donc, encore une fois, cette perspective, elle est extrêmement importante. On peut parler des adaptations maintenant qui surviennent lorsque tu t'exposes à la chaleur. L'exposition à la chaleur a des bénéfices et je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas les détails en tête, je ne vais pas m'étendre sur le côté des bienfaits, on va dire plutôt axés santé, même si je sais que ça a un impact positif sur le système immunitaire, ça a un impact positif sur certaines heat shock proteins, des protéines qui sont sécrétées dans le corps lorsque tu t'exposes à la chaleur et qui ont un effet bénéfique sur le fonctionnement de ton corps de manière globale. On a des effets positifs au niveau hormonal, on a également des effets positifs au niveau cognitif. Donc pour ça, va creuser un petit peu le côté du sauna et le côté plutôt santé de cette conversation. Tu trouveras plein d'informations intéressantes. Mais si tu veux un résumé, le chaud, c'est bon pour toi. Ça, c'est ce que je peux te dire de manière certaine. Et comme je t'ai dit, je te passe les détails parce que je ne les ai pas tous exactement en tête sur le côté autre que l'entraînement. Mais sache que c'est bon pour toi. Et si tu ne me fais pas confiance, encore une fois, va faire tes devoirs, va creuser un petit peu et tu trouveras plein d'informations sur le sujet. Donc avec ça en tête, les adaptations qu'on va voir maintenant, enfin, c'est la troisième fois que je le répète et que j'y arrive toujours pas, les adaptations qu'on va avoir en s'exposant à la chaleur. Et il y a trois grands axes qu'on va explorer ici. Le premier, c'est simplement la production de sueur. La production de sueur qui va augmenter avec une exposition plus régulière à la chaleur. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie du processus de dissipation de chaleur, le fait de transpirer. Et donc le fait que ton corps transpire plus, eh ben, c'est une bonne chose dans le contexte de la chaleur et dans le contexte de pouvoir dissiper, encore une fois, cette charge thermique accumulée à l'interne et que tu dois maintenant externaliser. Donc on a déjà ce paramètre qui va évoluer, qui va changer avec une exposition fréquente à la chaleur. Et ça, c'est une bonne chose. D'accord ? Encore une fois, je pense qu'il y a une grande part peut-être d'éducation sur ce sujet-là. Et je dis pas ça avec l'idée de salut, moi je suis Sean, je t'éduque sur la question. Non, il faut qu'on s'éduque nous à comprendre les bienfaits de certaines choses qu'on s'impose, notamment comme l'inconfort d'être dans le chaud, que ce soit en marchant, en faisant du vélo ou en se mettant dans un sauna ou un bain chaud. Comprendre que ces inconforts-là, il y a une raison derrière et il y a un vrai bénéfice derrière. Et si tu comprends que transpirer plus, c'est bon pour toi et transpirer plus, ça va te permettre de mieux tolérer la chaleur, et déjà, tu as un cran d'avance sur la version de toi-même avant qui te disait « Oh là là, je transpire, c'est pas possible, il fait trop chaud, mes habits sont tout mouillés. » Donc, encore une fois, juste cette perspective que tu prends et est-ce que tu as une vision positive ou négative de la chose. Ça, c'est à toi de le décider. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parfois la chose la plus difficile, mais c'est aussi la chose la plus simple. Donc, suer, c'est bien. On a une deuxième adaptation, un deuxième axe important de cette exposition à la chaleur qui va être une baisse de la température centrale. En gros, tout simplement, ton corps il arrive mieux à réguler sa température interne. C'est pas une grande surprise. Je te l'ai dit au début, le corps il s'adapte. Le corps il s'adapte à ce que tu lui imposes. Et ça, si tu lui imposes une charge thermique importante, il va apprendre à mieux gérer cette charge thermique tout simplement. Et forcément, ta température centrale
ça va être un des facteurs qui influence aussi ta perception de l'inconfort de cette chaleur. Et si tu arrives à mieux le réguler, eh ben, il y aura moins d'inconfort. En plus du fait que ton corps pourra mieux fonctionner dans ces conditions en général. Mieux fonctionner dans ces conditions en général. Le troisième axe, troisième adaptation qu'on voit avec l'exposition à la chaleur, c'est au niveau du volume plasmatique. Le plasma, c'est quoi? Le plasma, c'est la partie de ton sang qui n'a pas de globules rouges. Qui n'a pas de globules rouges. Mais ça reste une partie importante. Tu pourrais presque, et je simplifie grandement en disant ça, tu pourrais presque te dire que c'est un peu le niveau d'hydratation de ton sang. C'est pas ça, mais c'est à peu près ça de très très loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que, eh ben, en faisant plus d'efforts dans un environnement chaud, en t'exposant plus fréquemment à la chaleur, tu vas augmenter ce volume plasmatique. C'est-à-dire que le plasma sanguin va gagner en taille, en volume concrètement. Et ça a plusieurs bénéfices directs. On en a parlé tout à l'heure, le sang, dans des conditions de chaleur, tu vas l'utiliser pour dissiper la charge thermique interne. Et concrètement, donc, tu vas devoir utiliser plus de sang que d'habitude, que si tu faisais juste un effort physique, juste du vélo, juste de la marche ou autre. Donc ce volume plasmatique supplémentaire, eh ben, il va t'aider à faire les deux choses en même temps. D'un côté, alimenter le travail musculaire, mécanique, pour te mouvoir, pour bouger, ou juste pour survivre selon les conditions et la situation. Et également, de l'autre côté, avoir assez de sang restant pour dissiper la chaleur et pour procéder à cette thermorégulation. On a d'autres bénéfices de cette augmentation du volume plasmatique. L'un d'entre eux qui s'appelle notamment la précharge du cœur. Le cœur, cette fameuse pompe qu'on connaît tous, qui, il semblerait, fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il est bien rempli. C'est-à-dire que lorsque le retour veineux, le sang qui revient de la circulation, qui revient des muscles après avoir été utilisé, qui revient des organes vitaux, etc., qui revient par le système veineux au cœur, et ben si on améliore la précharge du cœur, si on remplit plus le sang, si on remplit plus le cœur de sang, et ben il va mieux pomper derrière. C'est un petit peu le même mécanisme de rebond que tu retrouves sur un squat. Quand tu descends et que tu fais un squat à amplitude complète et que tu utilises bien la fin de l'amplitude, un certain rebond élastique, tu vas pouvoir plus facilement remonter vers le haut. Ça te donne une petite impulsion supplémentaire pour remonter. Il s'avère que le mécanisme dans le cœur, il est très très similaire. C'est-à-dire que si tu précharges bien ton cœur, il va se contracter encore plus fort. Et ça va donc rendre la contraction encore plus puissante. Et le fait de ne pas bien pré-remplir son cœur, parce que par exemple, tu n'as pas assez de sang disponible pour faire le taf, tu t'es pas encore assez exposé à la chaleur, c'est un peu l'équivalent de faire une pause en bas de ton squat. Ou d'essayer de remonter de ton squat avant d'être arrivé tout en bas. Tu descends à 3/4 et tu t'arrêtes et tu essayes de remonter. C'est plus dur que d'utiliser ce petit rebond tout en bas du mouvement, hein, parce que tu n'as pas cette assistance élastique supplémentaire. Donc cette précharge du cœur, elle va concrètement mieux faire fonctionner ton cœur. Elle va rendre le cœur plus efficient parce qu'il va pomper plus fort à chaque battement, il va pomper plus de sang à chaque battement également. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Donc ça, c'est les axes principaux qu'on va voir d'un point de vue de l'entraînement, concrètement. On a aussi, mais là, il faut s'exposer de manière prolongée à la chaleur, il faut suivre des protocoles qui sont assez chronophages et qui vont être restreints à une petite proportion de la population, même de la population athlétique, ou même encore de la population athlétique d'élite en endurance, qui peut dédier
4-5 semaines, 4-5 séances par semaine pendant plusieurs semaines à ces adaptations à la chaleur et qui vont avoir un impact considérable sur les performances via les axes que j'ai cités avant, mais également via, il semblerait, une augmentation une amélioration du transport de l'oxygène. Amélioration du transport de l'oxygène dans le sang, donc qui va avoir un lien avec l'hémoglobine. L'hémoglobine, je te le rappelle, qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans tes globules rouges. Il semblerait qu'on ait une augmentation de ces paramètres lorsqu'on a une exposition prolongée à la chaleur. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait dire que, dans une certaine mesure, la chaleur, c'est un petit peu l'altitude du pauvre. Même si, on le sait, les adaptations ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais, en gros, si tu n'as pas les moyens, le temps, l'infrastructure pour aller faire un camp en altitude, et ben, si tu peux faire du travail dans le chaud, c'est déjà vraiment pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Et ben, ces choses-là, elles vont nous aider d'un côté pour la performance et de l'autre aussi simplement mieux tolérer la chaleur de manière générale. Donc les adaptations, les 3 grandes adaptations dont j'ai parlé avant, eh ben, elles s'appliquent à toi même si tu n'es pas un athlète d'endurance qui veut performer dans des environnements chauds, si tu es juste quelqu'un qui souhaite eh ben, mieux tolérer le chaud, mieux, mieux vivre tes étés et pas, encore une fois, voir la chaleur comme quelque chose d'insurmontable, comme quelque chose qui va te plomber, comme quelque chose que tu ne peux pas changer. Et ça, je pense que pour moi, c'est déjà le message le plus important que je souhaiterais faire passer avec cet épisode. Épisode numéro 400, hein. Merci encore pour ta confiance. Et 400, c'est pas anodin comme chiffre, mais on va continuer de l'avant, bien entendu. Donc une des leçons que je pense j'aimerais mettre en avant dans cet épisode déjà, avant même parler des méthodes, de l'approche, etc., c'est simplement recadrer ta perspective sur la chaleur. Hein. Dis-toi que la chaleur, quand tu y es exposé, si tu fais bien les choses, ça va être bénéfique pour toi. Ça a une incidence positive sur ta santé cardiovasculaire, sur ta santé, sur ta flexibilité métabolique, ta flexibilité environnementale, comment ton corps s'adapte à l'environnement qui t'entoure. Hein. Je pense qu'on a un gros problème aujourd'hui. Alors c'est un problème parmi tant d'autres, mais on a ce problème notamment de vivre des vies qui sont très confortables au niveau de la température dans laquelle on vit. Il fait chaud, tu mets la clim. Il fait froid, tu mets le chauffage. On n'est jamais vraiment, on est rarement exposé, sauf si tu te confrontes volontairement, on est rarement exposé à des températures qui sortent cette tranche de confort de 18 à 23 degrés. Et ça, je pense que c'est un énorme problème. Je pense que c'est un énorme problème parce que, ben, forcément, dès que tu vas sortir de cette fourchette de confort, ben, ton corps il ne sera pas habitué et tu seras plus à même de tomber malade. Mais c'est pas parce que, je fais un petit détour avant de continuer la conversation sur le chaud, c'est pas parce qu'il fait froid et puis que tu n'as pas mis ta veste que tu es tombé malade. C'est parce que certes il fait froid, mais surtout tu t'es pas exposé au froid de telle manière à ce que lorsqu'il fait froid, tu puisses y résister. Et en plus de ça, tu as certainement un système immunitaire dans les chaussettes, et c'est ces choses-là qui font que tu tombes malade quand il fait froid. C'est pas le froid. C'est pas le froid. C'est ton manque d'adaptabilité, de flexibilité au froid, et un système immunitaire à ras les pâquerettes qui va être déclenché par le moindre petit sursaut de stress environnemental parce que tu n'as aucune capacité de réserve. Parce que tu es tout le temps sur la limite, tu dors mal, tu es stressé et tu n'arrives simplement pas à bien récupérer. Et donc, voilà, dès qu'il y a une petite goutte, ça fait déborder le vase. Mais ce n'est pas la faute de la goutte, c'est la faute du vase qui est déjà trop plein. Et encore une fois, se confronter au chaud, et c'est pareil avec le froid. Les adaptations ne sont pas pareilles, mais l'idée est similaire. Et cette idée, c'est que
soit tu choisis ton inconfort, soit il te l'est imposé plus tard. Et quand tu le choisis, eh ben, tu as cet avantage déjà de le décider, donc tu n'es plus sous l'emprise d'eux, mais maintenant tu fais ça pour ton bien, et en plus de ça, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que c'est bénéfique. Hein. Et ça, je pense que c'est très très intéressant à garder en tête. Maintenant, si on parle des protocoles d'entraînement, des protocoles d'exposition à la chaleur. Et je vais commencer, je vais pas commencer par le côté entraînement, je vais commencer par le côté chaleur en général, sauna, bain chaud, etc. On parlera de l'entraînement juste après. Et clairement, je pense que les deux sont intéressants et les deux peuvent être utilisés de manière complémentaire. Mais peut-être pour ceux qui veulent commencer avec quelque chose de plus facile, eh ben, l'exposition passive à la chaleur pour commencer, c'est le plus simple. L'exposition passive, c'est quoi? C'est l'exposition à la chaleur sans effort physique, sans contrainte mécanique supplémentaire. Donc concrètement, tu prends un bain chaud. Tu prends un bain chaud et tu le rends assez chaud pour que tu aies la goutte au front. Hein, si tu transpires dans ton bain, c'est qu'il est assez chaud. Et c'est que ton corps, eh ben, il doit bosser dur pour thermoréguler et ça peut être une bonne première exposition à la chaleur. Est-ce que c'est suffisant pour augmenter le volume plasmatique, pour avoir toutes ces adaptations dont j'ai parlé avant? Pour quelqu'un qui est très très sensible à la chaleur, à mon avis, ça suffira à commencer à faire bouger les choses dans la bonne direction. Est-ce que quelqu'un qui s'entraîne de manière biquotidienne va prendre un bain chaud dans la semaine et dire je fais de l'entraînement en chaleur, je vais doubler mon volume plasmatique? Non, bien entendu. Le stimulus doit toujours être pondéré par rapport au contexte de la personne. Et encore une fois, on revient sur des principes extrêmement simples, le principe d'adaptation et le principe de progressivité. Hein. Gardez en tête qu'on veut une approche qui soit progressive dans tous les cas et on veut une approche qui soit individuelle, c'est-à-dire adaptée au niveau ou au contexte de la personne. Et encore une fois, donc si tu es très sensible à la chaleur, si au moindre sursaut de température, tu te sens vraiment abattu, et ben peut-être que de commencer avec des bains chauds 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, ça peut être un très bon point de départ pour commencer à te mettre dans cet inconfort-là, mais de manière volontaire et contrôlée. Et on verra que ces bains chauds, c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser en parallèle à l'entraînement actif dans le chaud pour supplémenter, complémenter et ajouter un petit peu de temps de travail dans ces conditions-là. Donc, un bain chaud, fais en sorte de transpirer, fais ça 2-3 fois dans la semaine, c'est un très bon point de départ. Le sauna, le fameux sauna dont on vante tous ses bienfaits sur la santé et à mon avis qui sont tout à fait tangibles et tout à fait pertinents. Hein, on comprend beaucoup d'ailleurs de ces mécanismes. J'ai pas pensé le sujet récemment, donc encore une fois, je vais faire l'impasse sur les explications détaillées, mais je vais te résumer ce qu'on sait aujourd'hui du sauna. Le sauna, c'est bon pour toi. Point à la ligne. Donc, expose-toi. Fais un sauna. Si tu as l'opportunité de le faire. Ça, forcément, les saunas, ça court pas les rues, ça dépend où tu es. Moi, je sais que dans ma ville natale, à Nyon, en Suisse, eh ben, tout l'hiver, il y a un sauna au bord du lac et il y a plusieurs plages horaires dans la semaine où tu peux y aller. Les plus courageux iront se mettre au lac après leur séance de sauna. Tu n'es pas obligé de faire ça. Déjà, rien que le fait d'aller t'asseoir dans un sauna, de respirer profondément, de sentir la température monter, de sentir l'inconfort monter, déjà ça va être une exposition intéressante pour toi. Hein, sans même parler des bienfaits au niveau de ta santé, je pense que de toutes les adaptations dont on a parlé avant, ça va avoir une incidence positive, ça a une incidence positive, et donc tu peux l'ajouter à ton arsenal d'interventions, d'outils, de méthodes pour améliorer ta tolérance à la chaleur. Par quoi commencer? Eh ben, commence avec ce que tu peux. Tiens,
C'est dingue ça comme idée. Commence avec ce que tu peux faire. Hein, va pas chercher des recommandations sur Internet. Tu m'écoutes sur Internet, je le conçois. Mais commence avec ce que tu peux faire. Si tu te mets dans un sauna puis qu'après 10 minutes t'es cuit, ben c'est pas grave, sors du sauna. Peut-être sors du sauna après 6 ou 7 minutes même. Hein? Et puis fais une petite pause de 3, 4, 5 minutes. Peut-être prends une petite douche, pas trop froide au début. Peut-être qu'avec le temps, tu pourras prendre une douche un peu plus froide entre tes petites sessions de sauna. Et donc tu as fait peut-être 6 minutes dans le sauna, tu es sorti pendant 3-4 minutes, tu te remets dans le sauna pendant 5-6 minutes. Oh mais là tu sens que c'est beaucoup plus dur, c'est la deuxième fois, tu ne tiens plus que 4 minutes avant d'avoir vraiment trop chaud et c'est inconfortable. Et ben tu sais quoi, encore une fois, c'est très bien, bravo à toi, tu t'es mis dans l'inconfort de manière volontaire et sache que ça a un impact positif sur ta santé et ça va t'aider à mieux tolérer cette chaleur à l'avenir. Et donc tu fais ça, peut-être que c'est ta première séance de sauna. 6 minutes plus 4 minutes, tu as fait 10 minutes de sauna. Tu as fait 10 minutes de sauna, bravo, c'était la première fois. Ouais, mais Sean, ils disent qu'il faut faire 3 fois 20 minutes, 3 fois dans la semaine. On s'en fout de ce qu'ils disent. On s'en fout de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est des moyennes. La moyenne, c'est personne. Et la moyenne, c'est pas toi. Et toi, t'es toi. Et donc commence avec ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, ce que tu peux tolérer, et ce que tu peux répéter plusieurs fois dans la semaine. Idéalement. Hein. C'est un petit peu le parallèle avec l'entraînement. Si tu arrives à faire un entraînement de 3 heures non-stop, mais que tu es achevé pendant 5 jours après, et ben peut-être que faire un petit peu moins, mais le faire plus fréquemment dans la semaine, ce sera plus bénéfique parce que tu vas pouvoir avoir plus de durabilité, tu vas pouvoir être plus régulier, tu auras besoin de faire moins de pauses. Et à mon avis, le concept de fréquence et de régularité, ça doit être quelque chose à garder en tête avant tout. On va continuer à parler des autres interventions après, mais si tu n'es pas régulier ou régulière dans ton application de ces idées-là, ça ne réussira pas. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas vraiment aborder le concept de ces entraînements ou de ces interventions du sauna des bains chauds si tu ne comprends pas que c'est la régularité qui fera les résultats et c'est pas l'intervention en elle-même. Hein? Parce que si tu me dis ouais Sean, j'ai essayé ton truc, j'ai pris 2 bains chauds, j'ai fait un sauna, mais j'ai pas senti grand chose, puis après j'ai arrêté. Ok. Eh ben, est-ce que tu t'es exposé assez pour vraiment que ton corps il change? Que ton corps il veuille changer? Ou est-ce que c'était en gros l'équivalent de 2-3 jours de chaud, puis après c'est parti, puis après il n'y a plus jamais eu, donc ton corps il n'a pas vraiment à s'adapter. Ton corps il s'adapte quand on s'expose de manière régulière. Ou alors de manière très très intense, mais là on n'est pas forcément dans cette situation-là. Donc on a un stimulus, une sollicitation, une contrainte qui est une contrainte, mais qui n'est pas non plus la contrainte la plus difficile, la plus intense de la Terre. Donc ça va prendre de la répétition. Tout ce qui a de la valeur va prendre du temps, de la patience et de la répétition pour voir des bénéfices. Donc, encore une fois, n'attends pas des bénéfices instantanément. Donne-toi le temps de le faire. Essaye de rechercher la régularité, la fréquence et cette discipline sur le moyen long terme avant tout, avant de chercher forcément les résultats. Tu vas te sentir mieux, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est pas parce que tu as fait 10 minutes de sauna la première fois que ça va fonctionner tout de suite. Donc tu as fait 10 minutes la première fois, bah la prochaine fois tu fais pareil. La prochaine fois tu fais pareil. Tu y retournes une deuxième fois dans la semaine, tu fais pareil. 6 minutes, après tu sors 4 minutes, puis après tu y retournes pendant 4 minutes. Voilà, tu as fait 2 séances de sauna dans la semaine, tu as fait 20 minutes de sauna, peut-être que tu as pris un bain chaud dans la semaine, boum, tu as fait 10 minutes dans ton bain chaud, puis c'était pas confortable, tu as fait 30 minutes. Tu as fait 30 minutes d'exposition au chaud dans ta semaine. Bravo à toi. C'est mieux que les zéros de la semaine dernière et de toutes les semaines précédentes. Est-ce que c'est assez pour voir une énorme différence? Certainement pas encore. Certainement pas encore. À tous les coups, c'est pas suffisant. Mais si tu le fais assez et si tu le fais régulièrement, eh ben, tu verras que dans 2-3 semaines, ton 6 minutes se tourne en 8 à 10 minutes sur la première exposition. Ton deuxième intervalle passe de 4 à 6 à 8 minutes sur la deuxième exposition. Peut-être que même tu rajoutes un troisième bloc après.
et que là tu sens que tu commences à mieux tolérer les choses, peut-être qu'après quelques semaines, tu t'arrives à monter à 15 minutes, 20 minutes, 2 fois de suite, peut-être 3 fois de suite, si tu as le temps, l'opportunité et l'envie de le faire. C'est des choses qui prennent du temps. Mais si tu veux avoir de la réussite, peu importe ce que c'est, il faut y dédier du temps, il faut rester patient et il faut rester régulier. Ça, c'est indispensable. Donc ce sauna, tu y vas progressivement, petit à petit, mais de manière régulière. Et pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir un sauna pas trop loin de chez eux pendant l'hiver, je te dis que ça va changer du tout au tout l'arrivée des premières chaleurs l'année suivante. Tu ne vas pas du tout les ressentir et les tolérer de la même manière. Pourquoi ? Parce que tu t'y es préparé, tout simplement. Tu t'y es préparé, tu as fait le taf, tu t'y es exposé fréquemment, régulièrement, et tu vas en voir les bénéfices lorsque tu y seras confronté. Et tu pourras voir le fruit de tout ton travail qui se matérialisera en « je tolère vachement mieux le chaud qu'avant quand même. J'arrive à pousser beaucoup plus fort qu'avant quand je suis dans le chaud, alors qu'avant je devais vraiment ralentir parce que c'était très très difficile. » Et voilà, bravo. Tu as réussi à mieux tolérer le chaud, à t'adapter à la chaleur, et ça a eu une incidence positive sur ta santé, sur ta disposition mentale vis-à-vis de la chaleur et sur ton expérience à chaque instant qui suivra dans un environnement chaud. Et en plus de ça, tu auras débloqué la compétence magique de je ne suis pas à la merci de mon environnement, je peux utiliser mon environnement à mon avantage pour m'adapter, pour évoluer, pour me développer et pour rendre ma vie meilleure. Mais ça doit passer par des périodes d'inconfort choisies, imposées, décidées, structurées, réfléchies, qui vont t'aider à arriver à ces fins-là. Maintenant, on peut parler d'entraînement aussi. Quel genre d'entraînement vont nous aider à mieux tolérer la chaleur ? On peut tout simplement faire de l'entraînement, faire de l'exercice physique dans un environnement qui est plus chaud. Et là aussi, on a plusieurs options. Est-ce qu'on sort courir quand il fait chaud en début d'après-midi ? Est-ce qu'on met une combinaison de peinture sur le home trainer à la maison ? Je te vois rigoler, mais je te garantis que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Si tu veux parler d'intervention low cost pour les petits budgets, tu mets 30 balles dans une combinaison de peinture sur Amazon ou alors dans ton marché du coin, idéalement. Soutiens tes commerçants locaux et tu portes ta combinaison de peinture lorsque tu fais ta prochaine séance. Ou alors tu mets un pull. Tu fous ta cagoule. Les vrais auront la ref et tu verras que ce sera inconfortable, mais ça va t'aider là aussi à entraver cette dissipation de chaleur et ça va aider au processus d'adaptation au chaud. Comment faire ça ? Il y a quelques c'est pas des règles, quelques lignes directrices à suivre. Typiquement, on devrait, dans la majorité des cas et pour la majorité des gens, garder une intensité qui est faible sur ces séances. C'est pas l'intensité de l'effort qui doit produire l'inconfort, c'est la chaleur en elle-même qui s'accumule. Et donc forcément, ça peut être une combinaison de peinture, ça peut être courir quand il fait chaud dehors, ça peut être de mettre un chauffage d'appoint à la maison, ça peut être de le faire dans sa salle de bain avec un petit peu d'humidité supplémentaire. Il y a des salles même qui sont faites pour ça et que tu peux chauffer. Enfin, il y a plein de manières de le faire, mais l'idée c'est que c'est la chaleur qui engendre l'inconfort et l'intensité, et c'est pas l'intensité de l'effort en lui-même. Donc typiquement, si on parle d'endurance, on peut parler de basse intensité, on peut parler de zone 2, on peut parler de premier seuil. On va être dans ces eaux-là pour ce genre de séance. Et tu devrais manipuler l'environnement, donc ta combinaison de peinture, tes couches de vêtements supplémentaires, le chauffage d'appoint, l'humidité, etc. Manipuler l'environnement de telle manière à ce que tu puisses durer à peu près 40-45 minutes sur la première séance. C'est-à-dire que l'inconfort de la chaleur te force à t'arrêter aux alentours des 45 minutes sur la première séance.
Et l'idée, c'est pas d'intensifier, de rendre plus intense via le travail mécanique. L'idée, c'est d'extensifier, de rendre plus long via le temps, tout simplement. C'est-à-dire que tu as fait 45 minutes la première fois, ben c'est comme ton sauna, tu avais fait 6 minutes au tout début, et ben là, tu vas peut-être faire 46 minutes la fois d'après. Peut-être que dans 3 semaines, tu arriveras à faire 50 minutes. Hein. Et petit à petit, tu prolonges les séances. Tu peux regarder ta fréquence cardiaque, comment est-ce qu'elle réagit, de combien elle monte sur une séance comme ça, à quelle vitesse elle redescend après l'arrêt de la séance. Quelle est la différence entre quand tu avais commencé ce protocole et maintenant? Et encore une fois, si ce n'est pas quelque chose que tu fais régulièrement, minimum 1 à 2 fois par semaine, eh ben, ça va être difficile de voir une évolution positive. Là aussi, si je m'adresse à un public qui est un peu moins aguerri, ben peut-être que 45 minutes, ça te semble complètement hors de portée dans un environnement chaud et inconfortable. Ben peut-être que tu commences avec 10-15 minutes. C'est pas grave. Commence là où tu es. C'est ça qui est important. C'est de commencer, c'est de faire, c'est d'être actionnaire. Et pour être actionnaire, eh ben, il faut savoir d'où tu commences. Il faut connaître ton point de départ. Ton point de départ, c'est là où tu es maintenant. Donc, n'hésite surtout pas à réduire les temps que je te donne ici si tu penses que c'est nécessaire pour que tu puisses le faire de manière concrète et surtout de manière durable et répétée. Parce qu'encore une fois, il n'y a que la répétition qui va t'amener vers les résultats que tu cherches. Il n'y a pas de séance magique. Donc, ne sacrifie pas la régularité au profit d'une intensité démesurée ou d'une difficulté démesurée, parce que tu sais que la difficulté démesurée, tu ne la tiendras pas très longtemps et donc tu n'auras pas les progrès espérés. Si tu lis la littérature sur le sujet qui a été faite concrètement sur très souvent des cyclistes d'un bon niveau, voire d'un niveau professionnel, qui s'entraînent 2 fois par jour, eh ben on va typiquement te dire qu'il faut faire 5 séances comme ça par semaine. 5 séances comme ça par semaine et en 3 semaines, tu arrives à avoir de bons résultats quantifiables, chiffrables sur les performances, sur la résistance à la chaleur, etc. Maintenant, peu d'entre nous sont dans cette situation-là. Et moi, ce qu'on avait mis en place avec Claudia et l'équipe il y a 2 ans en arrière avant qu'elle parte à Dubaï, c'était une version un peu hybride où elle faisait 2 séances sur le bike erg dans la semaine avec ce focus chaud. Et hashtag chaud pour Claudia qui va au French Throwdown ce week-end. J'enregistre cet épisode juste avant. J'espère qu'on s'y croisera. 2 séances sur le bike erg dans la semaine, plus 2 bains chauds typiquement dans la semaine aussi. Donc 4 expositions, 2 actives, 2 passives, c'était déjà pas mal. Et ça avait déjà eu une incidence positive. Alors, je ne vais pas dire qu'on a augmenté son volume plasmatique, parce que j'ai pas pu le mesurer. Mais ce qui est certain, c'est que c'était la seule qui n'était pas effondrée au sol pendant 15 minutes après chaque WOD. Et d'après son résultat et d'après son ressenti, ça l'avait bien aidé à tolérer la chaleur là-bas. Donc là aussi, on peut se dire ouais mais moi je ne recherche pas de performance. Il n'y a pas forcément besoin de rechercher des performances via cette exposition, mais tu vas déjà avoir une meilleure tolérance, une meilleure résistance à ces contraintes environnementales en faisant ce genre de travail. Très important si tu fais du travail actif, donc la séance d'entraînement dont je t'ai parlé avant, très important de considérer la réhydratation. Hydratation pendant, réhydratation après. C'est-à-dire que si tu fais ça comme il faut, tu vas te peser avant, tu vas te peser après, tu vas quantifier combien tu as bu, tu vas voir le poids que tu as perdu entre avant et après, sans compter ce que tu as bu pendant la séance, et tu vas boire 1,5 fois en eau ce poids-là que tu as perdu pendant la séance dans, disons, les 2 heures qui vont suivre la séance. Tu rajoutes à ça des électrolytes, tu rajoutes à ça 1 à 1,5 g de sel par litre d'eau et on a un protocole, si tu veux bien, de réhydratation qui est déjà pas trop mal. Très important de ne pas négliger ce paramètre de réhydratation
parce que forcément, sudation plus importante pendant la séance, perte hydrique, et ça, c'est des choses qui vont avoir un impact négatif sur tes performances futures et sur ta santé également et sur ta récupération si tu n'en prends pas soin. Donc, n'oublie pas de bien te réhydrater. Et si tu fais des séances prolongées de sauna ou même de bain chaud, là aussi, je te conseille de bien t'hydrater pendant et après ces séances. Et tout ça, ça va t'aider à aller dans le bon sens. Après, pour les plus courageux, pour les plus aguerris, une fois que tu as fait tout ça, que tu as progressé tout ça, que tu as bien compris le principe, on peut même aller plus loin. On peut faire une séance passive suivie d'une séance active. On peut faire 15 minutes dans un bain chaud et se mettre sur le vélo avec des contraintes environnementales supplémentaires. Et là, on est déjà en température du fait du bain. Et forcément, la séance, elle va être bien plus contraignante qu'avant. Mais on ne va pas faire ça comme première séance. D'accord ? On va faire ça lorsqu'on a besoin de cette surcharge pour continuer à progresser. Donc ça, c'est très très important. On peut toujours faire plus, mais est-ce que tu en as vraiment besoin pour progresser ? Cette idée de sauna et de bain chaud, mais surtout de sauna, je pense que ça peut aussi être intéressant pour augmenter le volume d'entraînement. Cette charge d'entraînement globale, j'en parlais avec un athlète de CrossFit de haut niveau, le fait de faire du sauna 3 à 4 fois dans la semaine à hauteur d'une vingtaine de minutes, déjà lui ça l'aidait bien à dormir le soir, et en plus de ça, à mon avis c'est 1h20 d'entraînement ou de charge métabolique dans ce cas-là, que tu peux remplacer peut-être plus tard par des entraînements un peu plus structurés ou un peu plus spécifiques à ta discipline en enlevant ce sauna de ta routine, parce que quand même ce sauna c'est pas anodin, c'est pas rien du tout. Et donc ça peut servir un petit peu de quelque chose qui prend la place d'un autre entraînement ou qui va être remplacé par un autre type d'entraînement lorsque ce sera le bon moment de l'inclure. Donc dans tout ça, si je dois faire un petit résumé, le chaud c'est pas ton ennemi, le chaud ça peut être ton ami, le chaud c'est dur pour tout le monde et c'est surtout dur si tu t'y prépares pas, et si tu t'y prépares intelligemment, tu vas en bénéficier. Tu vas en bénéficier dans ton quotidien, dans tes performances sportives également, et donc je me réjouis de lire en commentaire ce que tu vas appliquer dans ta situation pour essayer de mieux tolérer le chaud, que ce soit juste pour au jour le jour ou pour tes performances sportives. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je te rappelle que ce podcast est soutenu par nul autre que All You Need Nutrition, la marque de compléments créée par et pour les sportifs qui s'entraînent sérieusement. Personnellement, tous les soirs, je me fais ma petite tasse de Night. Le Night, c'est leur solution qui t'aide à mieux t'endormir et à mieux dormir aussi. Donc une petite tasse d'eau chaude, 2 petites scoops de Night. Lynn prend une scoop, ça lui suffit. Et dans mes shakers d'entraînement, il y a toujours leur protéine whey, leur collagène, leur créatine. Ça pour moi, c'est des incontournables. Et donc si tu veux soutenir ce podcast et soutenir All You Need Nutrition, utilise le code UPSIDE, UPSIDE, lors de ta prochaine commande. Merci encore d'avoir écouté ce 400e épisode du Upside Strength podcast. Si tu as des suggestions d'invités pour la suite, parce que 400, on est là, mais on n'a pas fini, on ne fait que commencer. Si tu as des suggestions d'invités pour la suite, n'hésite surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. J'attends tes retours sur YouTube, sur Instagram, sur Spotify. Je te rappelle que tu écoutes ce podcast, mais fais-le moi savoir quelque part. Ça me fait toujours plaisir d'entendre. Je vous réponds à toutes et à tous, bien entendu. Et en attendant, je te dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast. Ciao!